Bonjour à tous. Ravi de vous voir présent ici. Merci beaucoup pour l'invitation de Cryptosphère. C'est un honneur qu'on puisse échanger ensemble au sujet de cette problématique et de l'adoption un petit peu de la DeFi par les institutions. On en a déjà parlé un petit peu ce matin et donc nous on va faire la suite, le follow-up un peu de ce qui s'est dit ce matin. Ouais. Alors pour ma part, moi c'est Émile, je suis en charge de toute la partie éditoriale pour CoinTribune. Et puis je vais vous laisser vous présenter et puis présenter aussi vos compagnies respectives. Celui qui veut commencer, il peut y aller. Ah, c'est celui au fond, c'est ça qui voilà, le mauvais élève qui doit se présenter en premier. Bonjour à tous, moi je m'appelle Laszlo Szabo, je suis le cofondateur et le CEO de Kiln. Et Kiln, on est, c'est vrai que la plus grosse plateforme indépendante de staking sur la planète aujourd'hui. On a un peu moins de 9 milliards d'assets stakés sur nos technologies. Et on est en train de devenir une plateforme de rendement parce qu'on lance un produit d'agrégation de rendement en stablecoin on-chain la semaine prochaine. Donc voilà, ravi de faire partie de l'équipe et du talk. Parfait. Si c'est ça les mauvais élèves, on est bien parti. Hein. Non, moi je suis Romain Ficréo, un des cofondateurs de Paladin. On est spécialisé, on aide les projets à faire grossir leur liquidité on-chain. Et globalement, ça, on aide essentiellement des projets crypto, mais de plus en plus institutionnels, paradoxalement. Donc je pense que ça va être intéressant comme discussion. Bonjour à tous, je m'appelle Andri Rabetanetti, je suis le Chief Operating Officer de OneInch. OneInch, c'est le leader en agrégation de DEX. Donc, on a une fonctionnalité, enfin notre principale fonctionnalité, on travaille dans le swap de tokens et on agrège parmi les meilleures liquidités pour offrir la meilleure exécution de swap. Oh, tout d'un coup, je m'entends beaucoup mieux. Merci. Bienvenue à vous tous. Donc, le but aujourd'hui, c'est qu'on fasse un petit peu l'état des lieux sur est-ce que c'est un risque ou pas pour la DeFi et peut-être aussi pour la décentralisation, l'arrivée de ces institutions. Et je pense que dans un premier lieu, on peut peut-être faire un état des lieux de ce qui existe, parce que vous êtes chacun dans un secteur différent, la liquidité, un DEX et la gouvernance. Du coup, dans chacun de vos secteurs, je vous propose de faire un petit état des lieux sur ce qui existe aujourd'hui et ce qui pourrait potentiellement intéresser les institutions. Comme tu disais, Romain, il y a beaucoup d'institutions qui sont en train d'arriver. Qu'est-ce que les institutions, elles cherchent dans vos secteurs respectifs? Peut-être que Romain, tu veux commencer? Je ne sais pas si je suis le plus adapté, parce qu'à mon avis, en fait, mes deux collègues interagissent beaucoup plus avec des institutionnels. Après, je pense que institutionnel, c'est une définition. On n'a pas vraiment parlé de ce que c'était. On peut le définir. Oui, sûrement. Enfin, en tout cas, ma vision, c'est que ce sont des gens de la finance traditionnelle. Et quand on parle d'institutions, c'est des institutions financières. Ouais. C'est des banques, c'est des gros fonds d'investissement. Et on a passé beaucoup d'années à dire les institutionnels arrivent. Je pense qu'aujourd'hui, dire quand est-ce qu'ils arrivent, c'est faux. Parce qu'en fait, ceux qui veulent travailler avec nous, ils sont déjà là. Et ils ne sont pas là depuis 6 mois, ils sont là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Jusqu'en 2020, 2021, 2022, ils se moquaient de nous, ils nous ignoraient. Et aujourd'hui, il y a eu une grande période de silence, de réflexion, de cohabitation, de comprendre. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui travaillent. Nous, on travaille avec PayPal, par exemple. Et en fait, la réalité, c'est que ça s'est fait beaucoup cette année. Et donc, ça va se voir sur ces entreprises que sont cotées en bourse, sur leur déclaration pour l'année 2024. Et c'est là qu'il va y avoir un gros tilt pour moi, en tout cas. Institutionnel, qu'est-ce que c'est dans la crypto? Donc ça, c'est un peu la grande phrase. C'est le grand mot qu'on triple au Scrabble en ce moment, c'est institutionnel. Donc en fait, il y a plusieurs manières de le voir. C'est-à-dire que soit on dit institutionnel, c'est un wallet qui a beaucoup de crypto. Donc en fait, je pense d'ailleurs c'est la manière pour la plupart de nos business qui ont beaucoup de volume la plus simple de le définir, parce que quand une personne solo qui investit seul en crypto il y a des années et qui a peut-être 10, 15, 20, 30, 50, 100 millions de dollars en équivalent crypto, et on doit le traiter comme un institutionnel. Et donc ça, évidemment, aujourd'hui, beaucoup de gros acteurs, beaucoup de certains de nos clients qui ont beaucoup d'AUM en fait, sur nos plateformes, ce sont ce type de profil. Ensuite, il y a un deuxième type d'institutionnel qui est l'entreprise avec plusieurs acteurs dans cette entreprise et qui aussi a beaucoup de crypto. Donc là, mais c'est toujours quand même des acteurs spécialisés. Donc c'est des fonds crypto, c'est des hedge funds crypto, c'est des VC crypto ou des VC traditionnels mais qui investissent dans la crypto. Donc c'est pas les banques, c'est pas les hedge funds traditionnels, c'est pas tout ça. C'est même pas les fintech qui arrivent mais qui arrivent plus lentement.
Et c'est vrai que ces acteurs-là ont tendance à utiliser aussi plus de produits on-chain, donc avec des non-custodial wallets ou des technologies de custody, de self-custody, même en B2B, comme Fireblocks ou d'autres. Les nouveaux institutionnels qu'on voit dans notre métier, celui du staking, arriver avant les banques et les hedge funds traditionnels, ce sont du coup les ETF, les gros asset managers. Parce que, effectivement, quand tu es un ETF et que tu lances Bitcoin en ETF et ensuite tu lances Ethereum, Ethereum, ça devient le staking, ça devient ta principale source de revenus. Et dans ce cadre-là, un BlackRock ou un Fidelity se pose déjà la question du staking. Et ça, c'est vraiment entre guillemets, des vrais institutionnels. C'est des acteurs finances traditionnels qui ont des milliards d'AUM sur d'autres types d'assets classes et qui ensuite viennent dans la crypto. Est-ce que, et évidemment, dans tout le spectre, ces institutionnels-là ne demandent pas la même chose. Donc, déjà, un hedge fund avec une entreprise et un board et plusieurs personnes qui sont dans cette société vont demander des garanties, de l'assurance, ils vont demander en fait tout un tas de mesures de sécurité. Est-ce que ça vient pas, je te coupe un petit peu, pardon, mais est-ce que ça vient pas justement avec la régulation? On a quand même beaucoup parlé ce matin de la régulation. Est-ce que c'est pas les institutionnels qui le demandent pour la sécurité, pour tout ça, pour la gestion peut-être des volumes aussi? Est-ce que c'est parce que c'est dû au volume? Il y a un fort volume, ou est-ce que c'est eux qui sont demandeurs de cette régulation? Bon, en fait, je pense qu'au-delà de la contrainte de taille, il y a la contrainte réglementaire qui est plus un moyen de rentrer dans les règles du jeu pour permettre d'offrir cette solution au plus grand nombre et notamment aux investisseurs retail. Donc c'est une demande de leur côté, mais qui viennent d'une contrainte de réglementation qu'ils doivent remplir. Donc en tout cas pour nous, acteurs de la DeFi, quand on parle des institutions, c'est toutes ces sociétés qui doivent remplir ces contraintes réglementaires. Et donc pour nous, c'est la plupart plein d'institutions financières, notamment les banques, pour lesquelles on voit un intérêt grandir pour la DeFi. On voit pas mal de projets où ils essayent de réaliser des transactions, de commencer à s'intéresser à l'infrastructure DeFi, comment ils peuvent construire, comment ça marche, comment on peut construire, comment on peut faire des partenariats pour construire des projets ensemble. Donc on commence à avoir de l'intérêt. C'est vrai qu'on a par contre entendu très souvent les institutionnels arrivent, mais voilà, ils essayent et ils commencent à s'intéresser en tout cas. On est au début, hein. Tout début. Ouais, c'est 100 fois les actifs qu'il y a aujourd'hui. Je crois qu'on est à quoi, 130 milliards d'actifs en finance décentralisée aujourd'hui. Il faut penser qu'il va y avoir 10 fois ça, parce qu'il y a des acteurs qui eux-mêmes ont 130 milliards sous gestion. Bon, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais pour ou contre la régulation? On peut que être pour. Hein. Tu vois, après, on peut. J'ai pas envie de dire que la question est bête, mais bon, enfin. On peut se poser la question. Ok, je suis un petit peu contre parce que ça va un petit peu réduire l'innovation, tu vois, freiner la technologie, parce qu'on sait très bien que dans le monde de la crypto, en fait, la tech, ça va super vite. Est-ce qu'on doit se mettre dans un cadre réglementaire qui est déjà un petit peu restreint, si j'ai envie de dire, le cadre réglementaire de la finance traditionnelle qu'on connaît? Est-ce qu'on doit y appliquer les mêmes choses? Et en fait, on peut que être pour la clarté. Si tu veux, la zone grise, c'est mauvais pour tout le monde. Ça, on est d'accord. C'est mauvais pour les fameux institutionnels, s'ils arrivent un jour. C'est mauvais pour nous, parce que tu ne peux pas évoluer dans une société qui leader sur un marché et à l'international et en fait avoir la peur que le régulateur te sanctionne, t'arrête si un jour tu vas aux États-Unis, tu prends l'avion et tu arrives à l'aéroport, parce qu'en fait rien n'était clair, tu vois. Donc ça, c'est pas bon en fait. Évidemment, il faut de la clarté, donc il faut de la régulation. Après, il faut aussi effectivement une régulation qui va protéger l'utilisateur final, c'est quand même le but de la régulation. Mais il faut une régulation qui soit pro-business, évidemment. Et une régulation aussi qui soit dans l'éthos de la crypto. Par exemple, je ne sais pas, est-ce que le fait que Mika impose un issueur de stablecoin d'avoir 60% en cash dans des banques commerciales, plutôt que d'avoir une relation directe avec la banque centrale, je ne sais pas si c'est vraiment dans l'éthos de la crypto. Je ne sais pas si c'est vraiment même dans la beauté de l'évolution du système financier. Donc là, ça peut freiner, ça peut être un risque pour la DeFi.
Et c'est peut-être aller un peu vite, effectivement. C'est peut-être réguler trop vite. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de clarté, mais ça veut dire qu'il faut aller une étape après l'autre. Et à vouloir réguler trop vite, en tout cas avec des choses qui sont trop restrictives, ça peut être problématique, effectivement, pour l'innovation et les sociétés. Mais il faut quand même de la clarté. Il en faut quand même un minimum. Je partage le constat de Laszlo, mais je suis peut-être un petit peu moins optimiste sur le sujet. De toute façon, je ne pourrais pas l'être parce que je viens de péter littéralement un câble sur Twitter pendant 3 jours sur ce sujet. Mais c'est parce que la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a un double problème. Il y a besoin d'une réglementation. On vit tous, pour les gens qui travaillent dans cet écosystème-là, dans cette peur, cette zone grise. Parce qu'en fait, si on essaie de faire au mieux, c'est pas assez. Si on ne fait pas, on n'a pas fait, donc en plus on est responsable. Mais il n'y a pas de réalité. Même aujourd'hui avec MiCA, c'est insuffisant. Et ensuite, quand les réglementations sont posées, elles sont transposées du secteur bancaire traditionnel. Et donc, il n'y a pas vraiment d'adaptation à la réalité du secteur. En fait, ce qu'on nous demande, c'est de dire rangez-vous, devenez une banque, devenez ce qui existait avant, ou arrêtez. Et ce n'est pas rationnel par rapport à ce qu'on fait. C'est d'autant plus pas rationnel qu'en fait, le constat de base de la crypto, c'est de créer un nouveau paradigme et un nouveau secteur financier. Mais vraiment de base. Théoriquement, même sans les banques centrales. Tout est recréé. Donc en fait, à partir du moment où on fait ça, on est en antithèse totale avec ce qu'un État ou un régulateur veut. Donc on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait de la réglementation positive. Là, j'ai une formation de droit bancaire et je vois aujourd'hui ce qui se fait en conformité, ce que tous mes camarades de classe font aujourd'hui. C'est une horreur. En fait, pour vous donner une idée, je crois qu'on estime qu'il y a entre 200 milliards et 1 trilliard de dollars de blanchiment d'argent par an. Et le secteur de la conformité coûte environ 200 milliards. On compte toutes les dépenses des banques, etc. Et 91% de ces dépenses-là ne sont pas couvertes par ce qui est récupéré avec les lois anti-blanchiment. Donc en fait, c'est un secteur qui est déficitaire, qui n'est pas rentable et qui ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas parce que c'est nul, au contraire, on a besoin de ça. Aujourd'hui, les questions de blanchiment, de lutte contre le terrorisme, c'est des questions nécessaires pour protéger tout le monde et d'éviter des abus financiers. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le secteur il n'est pas assez efficace. Et donc en fait, on a un petit peu 2 branches qu'on voit en finance décentralisée. On a la branche des projets qui disent « Moi, je ne veux pas écouter ça, je ne veux pas écouter toute cette réglementation ». C'est des gens qui sont souvent anonymes, qui vont créer des projets entièrement décentralisés. Et de l'autre côté, on a des projets, comme 99% des gens, en réalité, on va se ranger entre les deux en demandant une réglementation, en négociant, en aidant via la DAN, comme on fait en France, à développer cette réglementation et espérer trouver un compromis. La réalité, c'est qu'en fait, soit on va devenir des acteurs institutionnels, soit on va abandonner. Mais où on va totalement relancer un projet de manière anonyme ou essayer de faire entre les deux. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie schizophrénie entre les besoins de réglementation et ce qu'on aura au final. Moi, j'en suis convaincu. Je partage ce constat, surtout que nous, on essaye de se positionner sur toute la partie regulated DeFi. Et juste en interne, il y a cette dichotomie entre ceux qui sont là depuis très longtemps, qui sont dans la DeFi depuis le début et qui, justement, poussent pour tous les ethos de la DeFi, autour de l'anonymat, de aussi l'innovation au maximum. Et les autres qui sont plus motivés par la volonté d'une adoption beaucoup plus poussée et pour qui la réglementation va permettre d'amener beaucoup plus de gens sur le projet. Donc c'est vraiment pas facile. La chose la plus difficile, c'est de discuter avec les régulateurs. C'est-à-dire que nous, c'est des discussions très intéressantes, mais quelquefois, on ne se comprend pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles... Enfin, on ne se comprend pas. C'est-à-dire qu'on a des hypothèses un peu différentes sur la définition de la protection du consommateur et de ce qui permet de les protéger. Notamment la transparence, pas la définition de la transparence, mais plus la self-custody, par exemple. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Et ça, c'est très compliqué pour les régulateurs. Est-ce que c'est vraiment une approche différente ou c'est un manque de connaissances ? Comme par exemple ce matin. Ça dépend du régulateur. Alors, je ne vais pas en nommer, mais ça dépend des régulateurs. Mais il y en a qui sont beaucoup plus, déjà beaucoup mieux renseignés, notamment parce qu'ils veulent attirer des projets crypto dans un écosystème ou dans une géographie donnée. Donc il y a des régulateurs qui sont assez bien renseignés. Donc là, je pense qu'on commence à avoir des discussions beaucoup plus intéressées. Je pense que c'est des problèmes plus philosophiques sur comment mettre en place toutes les règles qui aujourd'hui existent dans la finance traditionnelle pour la partie décentralisée. Je pense qu'il faut quand même souligner le fait que le régulateur français spécifiquement et non européen est quand même très ouvert à la discussion sur ces sujets-là, et ça se voit quand on voit que quasiment l'intégralité des grosses sociétés crypto du monde aujourd'hui ont des QG à Paris, d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est vraiment à souligner.
Après, il faut aussi avouer que si on veut un jour travailler avec les institutionnels ne travaillent pas avec des pirates. Ils n'ont aucun intérêt à le faire. Tout le monde veut bosser avec eux. Quand tu as 100 milliards d'actifs sous gestion, tout le monde veut toucher un pourcentage là-dessus. C'est une réalité. Et donc, les projets qui vont vraiment marcher en crypto, en termes de volume à court terme, sur les 5-10 prochaines années, ça sera des projets qui vont s'ouvrir, qui vont se réguler, parce qu'ils voudront aller travailler avec ces institutionnels. Ça ne veut pas dire que les DeFi va mourir, mais en tout cas, mon interprétation, c'est que le pur DeFi restera petit sur les prochaines années. C'est un petit peu le choc entre les deux mondes, la finance décentralisée et la finance traditionnelle. Et j'entendais d'ailleurs ce matin quelqu'un qui disait qu'est-ce que la finance décentralisée nous apporte à la finance traditionnelle? Comment la finance décentralisée nous permet de créer des compagnies, créer des entreprises, créer des voitures? Est-ce que ce n'est pas justement deux mondes différents qui doivent un petit peu apprendre les uns des autres pour pouvoir merger ensemble? Ou vous pensez que c'est justement, ça doit rester deux entités ou deux approches différentes? Non, je pense que toute la finance va bouger en décentralisé un jour. Et après, en fait, décentralisé, c'est... Qu'est-ce que nous apporte la DeFi? Déjà, c'est la transparence. C'est le premier truc que ça nous apporte. Le bon exemple, c'est par exemple Silicon Valley Bank, qui gère des treasury bills comme un sagouin, et qui en fait du coup impacte la finance décentralisée parce que Circle en déposite de l'argent chez SVB. Et ça, on l'a vu en fait avec la gestion du risque de d'autres banques pendant la crise des subprimes ou récemment une banque en Europe que je ne citerai pas. Ça, effectivement, c'est la beauté de la DeFi, c'est qu'en temps réel, on peut auditer, on peut voir les mouvements de la gestion d'une trésorerie, par exemple, d'un protocole de DeFi, d'une entreprise, d'une banque, qu'elle soit centralisée ou décentralisée demain, mais au moins qu'elle puisse gérer son argent sur les blockchains. Ça, c'est ce que nous apporte la DeFi versus la finance centralisée. Je pense que c'est une évidence que toute la finance va bouger sur des blockchains parce que on baisse aussi les coûts et on augmente la liquidité. Après, est-ce qu'elle est décentralisée? Décentralisation, c'est vraiment c'est un gros mot. C'est aussi un spectre. Et donc, en tout cas, je pense que déjà, ça apporte, encore une fois, transparence, une liquidité partagée, donc plus importante, et de baisser les coûts, et aussi de donner la possibilité, tout de même, à un nombre d'utilisateurs plus important, accès à des produits, ce qui avant était réservé à peu de gens. Ça, je pense que c'est ce qu'apporte la finance décentralisée par rapport à la finance centralisée. Et encore une fois, c'est pas une question de est-ce que, enfin moi personnellement, mais je le vois arriver dans le paiement, on le voit arriver aussi dans le capital market, même si ça prendra 10, 15 ans, 20 ans. C'est pas une question de est-ce que un jour la finance sera sur des blockchains. Je pense qu'un jour toute la finance sera sur des blockchains. La question c'est est-ce que ça va prendre 5 ans, 10 ans, 20 ans? On n'avait pas des discussions de ce niveau-là il y a quelques années. Il y a aussi plus d'euphorie. Mais ce qui était intéressant, c'est que quand le cycle était baissé, fin 2022-2023, les discussions étaient beaucoup moins négatives qu'en 2018-2019, où la moitié des projets pensaient vraiment qu'il n'y avait aucun avenir dans l'écosystème. Aujourd'hui, on parle de avec qui on va travailler, pas est-ce qu'on pourra travailler demain. C'est une grosse différence. Ouais, moi, on discutait auparavant pour par exemple parler avec des banques sur des projets, construire des projets en commun. Il fallait vraiment faire l'effort d'aller les voir, d'expliquer d'éducation. Maintenant, on commence à voir l'effet inverse où les banques commencent à s'intéresser elles-mêmes aux différents projets et savoir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, expliquez-moi vos solutions. Je pense que dans la banque, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Il y a déjà deux choses. Bon, la banque de détail, c'est un peu plus compliqué, mais la banque d'investissement, c'est des choses assez simples qui est la blockchain en tant qu'infrastructure va leur permettre de réduire essentiellement les coûts et aussi d'ouvrir des nouvelles classes d'actifs, des nouveaux produits sur lesquels je pense qu'aujourd'hui, il y a un double discours qui est « Oh non, c'est pas bien, c'est compliqué, c'est risqué » et une entité assez discrète dans les banques qui, elle, réalise des produits à des profits assez significatifs sur ces projets et c'est pas publicité, mais c'est à partir du moment où ils vont commencer à réaliser qu'il y a des produits qui peuvent être construits type ETF qui sont beaucoup plus, entre guillemets, acceptables aux yeux du public. Je pense que c'est quelque chose sur lequel ils vont très vite se positionner et ça leur offre la possibilité d'avoir de nouveaux produits et donc de grandir leur business. C'est le cycle d'évolution d'un nouveau secteur. En fait, la crypto, ça a quoi, 15 ans?
Ethereum a 10 ans, mais la DeFi n'a finalement que 4 ans. C'est 2019-2020 les premières vraies discussions. On parle de ce secteur-là. Et du coup, c'est normal qu'il y ait ces temps d'adoption qui prennent du temps. Aujourd'hui, on est à un niveau d'actifs sous gestion qui est quasiment aussi grand qu'en fin 2021. Mais c'est sans l'effervescence. Aujourd'hui, les transactions sont 50 000 fois moins chères sur les L2. On est capable de faire des on-ramp, off-ramp extrêmement rapides et où les coûts sont très réduits. On a du staking sur l'ETH qui veut dire qu'on est capable de lutter comme le bond, l'obligation d'Internet. L'accès aux wallets aussi. Les 12 ans de 4 mots, ma mère, ma grand-mère, elle ne touchera jamais. Alors que là, on voit des choses, account abstraction, 2 clics, reconnaissance faciale, passkey. Et en fait, on a du Web 2, mais on a un wallet, et puis on touche à du stablecoin, mais en fait, on ne sait même pas forcément. Il y a marqué dollar ou euro. Et puis on touche demain à la DeFi, alors qu'en fait, on a juste un saving account ou un PEA, en fait, mais c'est de la crypto derrière. Ça, on voit l'infrastructure qui n'existait pas il y a 2-3 ans le permettre. Et maintenant, allons-y, quoi. Ouais, on voit de plus en plus de produits qui sont adossés au blockchain, qui sont adossés aux nodes, qui sont adossés à ces nouveaux genres de produits pour faire un petit peu plus de pourcentage. Donc, comme tu le disais, tu as répondu à ma question en avance. Mais donc là, on a parlé des ETF. Est-ce que le prochain grand mouvement, c'est la tokenisation, qui a été d'ailleurs avec BlackRock sur Ethereum, ce qu'ils ont fait très récemment. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les ETF, c'était pas déjà en fait prévisible parce qu'on connaissait tous les ETF? En fait, il y a des ETF dans la finance traditionnelle, donc c'était facile de le copier en fait dans la finance décentralisée. Et est-ce que le prochain, c'est pas la tokenisation? C'est le produit qui est encore pas très connu du grand public. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que justement, la finance traditionnelle, c'est la porte d'entrée pour ce nouveau produit? Déjà, je pense qu'on est qu'au tout début des ETF. Parce qu'il y en a que sur le Bitcoin et on a à peine fini de drainer le ETF de Grayscale. Enfin, c'était pas un ETF d'ailleurs. Ensuite, la tokenisation, ça fait 8 ans qu'on en parle. C'est très grand, très petit, ça veut tout rien dire. Il y a la tokenisation immobilière qui, oui, sera énorme un jour, mais il y a sûrement énormément de travail derrière pour y arriver. Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que là, ce qui va vraiment se passer pour moi, c'est exactement ce que Laszlo vient de dire, c'est qu'à partir de maintenant, on peut avoir des fintechs de la qualité de Revolut, si ce n'est Revolut d'ailleurs, qui vont utiliser des protocoles DeFi en infrastructure et qui, devant, vont utiliser une fintech. DeFi à l'arrière, fintech devant. Et là, c'est totalement faisable aujourd'hui. C'est juste une question de produit de la boîte qui va sortir le bon produit qui va exploser. Ouais, tokenisation... moi, je suis entré dans l'écosystème plein temps en 2017-2018. C'était le grand mouvement des blockchains privées. Ça a bien vieilli, cette histoire. Et puis, effectivement, c'était des cas d'usage de tokenisation sur blockchain privée. Donc là, pour le coup, c'était des proof of concept. Il n'y avait pas de volume. Mais ce qui a changé, c'est que tout de même, là, je crois qu'il y a 3 milliards en RWA, donc en reward asset, donc en fait en tokenisation. Ouais. Et ce qui a changé, c'est que il est quand même, on commence à avoir des premiers produits, donc des premiers produits des actifs du monde réel. Les premiers produits qui sont tokenisés, c'est pas encore vraiment l'immobilier, c'est le T-bills et le money market fund, c'est le truc de base, c'est-à-dire c'est l'obligation d'État. Et parce que ça apporte du rendement, beaucoup plus entre guillemets sécurisé, potentiellement même qu'en fait certains rendements dans la DeFi. Parce que derrière, c'est la banque centrale. Et c'est moins risqué aussi au niveau du contrat, parce que si le contrat se fait hacker, on peut toujours rollback, parce que toute la logique est quand même off-chain. Et ça arrive. Ce qui bloque encore un peu l'adoption, c'est la partie régulation, là pour le coup. C'est de dire, tiens, Beedle, par exemple, le fonds qui vient d'être tokenisé par BlackRock, c'est pas un accès retail. Et BlackRock, il va mollo, dit, tiens, je mets l'encours à 100 millions. Sur Securitas, je mets pas 200, 300, 400, 500 parce que j'ai peur que la SEC me retoque. Et bon, ils ont sûrement raison d'avoir peur de la SEC. Même si c'est BlackRock. Mais ça arrive. C'est-à-dire qu'il y a un monde aussi, donc typiquement le NFT sur Wallet, ça c'est vraiment un bloqueur. Mais il y a un monde où tu peux faire un NFT sur Wallet très simplement, ziquer, 2 clics. Et à ce moment-là, si le régulateur le permet, tu pourras en fait t'exposer à un money market fund BlackRock via MetaMask ou via Trust Wallet ou via Ledger, etc. Il y a aussi en France une société qui s'appelle Spyco,
je crois que ça a été annoncé hier ou avant-hier, mais je crois que c'est la première CPAV, donc c'est le premier fonds tokenisé en Europe, validé par l'AMF. Et c'est pas un wrapper comme Mondo ou Bakkt, etc. Donc ça vient. Je suis bullish, en sachant que j'avais été quand même bien bearish sur tokenisation. Mais encore une fois, ça prendra un peu de temps. Régulation, KYC, c'est un peu les deux bloqueurs. Et on n'est pas encore sur corporate bonds, qui est le truc au-dessus. Real estate, qui est le truc encore au-dessus. Non, déjà, si on arrive à tokeniser de l'obligation d'État, ce sera pas mal. Juste pour rebondir sur la tokenisation de l'immobilier, moi j'ai commencé avec la tokenisation dans l'immobilier. Moi Et aussi, avant, c'est ça. Pardon, les Et gars. avant même d'être dans la crypto, j'étais dans les fonds d'investissement immobilier. Juste pour vous dire que c'est très très loin. Très très loin. En essayant de vendre des fonds tokenisés, en essayant de construire des produits structurés avec la tokenisation, la liquidité, la narrative, elle est très belle. La liquidité sur des produits liquides, bien sûr, tout le monde veut, mais c'est hyper compliqué, sachant qu'il y a déjà tout un écosystème dans l'immobilier qui lève très bien des fonds, qui fonctionne très bien avec les fonds de pension et pour lesquels les gens sont très très bien rémunérés pour lever ces fonds. Donc, ajouter cette liquidité-là, elle est très compliquée et pouvoir attirer les bons produits sous-jacents sur de l'immobilier tokenisé, c'est hyper compliqué. Ouais, mais ça peut tourner très 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 vite. Effectivement, ça peut aller très vite, mais le problème, c'est que c'est le début qui est très compliqué pour tous les acteurs. Il y a le problème de la réglementation, dont on a parlé, et après il y a le problème que, contrairement à des T-bills, de l'immobilier, c'est des actifs tangibles. Et donc en fait, il y a une interface entre le moment où il se passe des choses dans le monde intangible, dans le monde numérique, et le moment où il faut virer quelqu'un de son appartement parce qu'il a fait défaut sur son emprunt, par exemple. Donc ça, c'est une friction qui est nécessaire et qui coupe totalement le dynamisme de quelque chose de décentralisé. Mais finalement, c'est un petit peu la réalité de ce qu'on va voir avec l'adoption à chaque fois, c'est qu'on va avoir besoin de plus en plus d'étapes, d'évolution, et ça va se faire très lentement, puis tout d'un coup. Et peut-être qu'on est dans un moment de tout d'un coup maintenant. En tout cas, on est clairement sur le THC, sur le staking. Pour le reste, je ne sais pas. On parle de tokenisation du real estate, mais justement, j'ai vu un projet qui était à la PBW, et c'était de la tokenisation de l'énergie, avec des panneaux solaires et les NFT. On peut tokeniser quelque chose d'autre que l'immobilier, parce que comme tu le disais, c'est super difficile de rentrer dans quelque chose qui fonctionne déjà. Ils n'ont pas besoin de nous, en fait. Mais en fait, on a de l'innovation, de par cette porte-là de la tokenisation, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On pourrait tokeniser des nouvelles choses? En fait, c'est juste que rajouter des briques comme la tokenisation de l'énergie, ça va nous permettre de faire des choses qui sont très folles. Par exemple, c'est des idées dont moi je suis fervent porteur, qui sont celles de la création d'une monnaie qui est backée par de l'énergie à la place de la backer par des actifs tangibles. Parce que finalement, toutes les actions qu'on fait, tout ce qu'on fait vient de l'énergie à un certain degré. C'est des choses qui ont été portées par Henry Ford, par Tesla, il me semble. Et on n'est pas capable de le faire tant qu'on n'a pas ces briques-là. Mais pour en arriver là, il va y avoir énormément de gens qui vont perdre énormément d'argent en faisant des choses extrêmement débiles. Si ça marche, une fois. Et ça va être pareil pour l'immobilier. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas permettre de se faire trop ça avec des institutionnels, sinon on va leur faire peur. Donc c'est peut-être pas mal aussi quand on est tous dans notre petite box DeFi où on fait des choses vraiment bizarres dans notre coin, on teste et après quand ça marche, on peut les appeler. Prendre le temps, ouais. C'est ça, pour que les institutions elles puissent venir doucement et pas leur faire trop peur. Et qu'est-ce que je voulais dire? Comment ça se passe du coup, selon vous, comment les infrastructures elles doivent évoluer? Aujourd'hui, on parlait d'un petit peu de simplicité avec les wallets et tout ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quel type d'infrastructure on doit améliorer pour que la DeFi elle soit plus accessible, plus facile, plus simple? Je pense que l'onboarding, déjà, c'est pas mal. C'est-à-dire, en gros, c'est quoi l'onboarding? C'est l'on-ramp, d'accord? Comment tu passes de fiat to crypto. Okay. Et après, il te faut sécuriser l'asset. Donc, comment tu le sécurises? Mais ça, c'est en train de... Je suis assez bullish quand même. Je vois des trucs... en fait, l'on-ramp, il coûtait très très cher. Et bon, par exemple, OneInch, je connais très bien ça. Ce marché-là, ça coûte très cher. Et donc, c'était les MoonPay, c'était les Ramp, etc., qui sont des très belles boîtes. Mais je veux dire, ils sont sur un Payment Rails Web 2, Web 3, donc ça coûte très cher. On voit des choses arriver avec... on peut connecter un compte en banque, un wallet. Donc là, on a un on-ramp qui est déjà beaucoup moins cher. C'est très intéressant, je trouve, comme innovation. Et encore une fois, on peut avoir un wallet en 2 clics qui est lié
donc à sa reconnaissance faciale sur une app mobile. Et donc, on n'a plus besoin de retenir 12-24 mots. Et là, c'est vraiment l'adoption massive de centaines de millions de personnes, notamment dans les pays émergents, qui trouvent un intérêt à être exposés même à la crypto ou à du stablecoin parce que l'inflation dans leur pays est grandissante et qu'ils préfèrent avoir un wallet parce qu'au moins la banque centrale, elle n'a pas le temps de se casser la gueule, ou même si elle se casse la gueule, ils ont toujours leur argent dans le wallet. Donc ça, on voit des choses arriver. Et puis après, effectivement, il y a beaucoup dans la DeFi, il y a beaucoup d'amélioration d'expérience utilisateur. Comment est-ce qu'on... en fait, l'utilisateur, ma mère ou ma grand-mère, elle va s'en foutre de Solana, Arbitrum, une parachain ou une Cosmos chain. Elle voudra des fees qui sont très peu importantes. Elle voudra en un clic en fait pouvoir unstake, soit bridge restake, c'est-à-dire je sais pas rebalancer des positions de rendement par exemple, ou swapper extrêmement simplement grâce à OneInch. Donc tout ça, c'est en train d'arriver. Il y a des technologies par exemple d'intent off-chain, donc on met toute la logique off-chain et ensuite on l'exécute sur un smart contract wallet ou sur un wallet. Et ça pareil, ça arrive. Donc il faut juste être patient. Et ensuite le KYC, pareil, je pense que ça c'est un mix encore une fois entre régulation et ce qu'on peut faire techniquement. Mais en fait toutes ces briques techniques, on les voit arriver, on les voit exister. Maintenant il faut juste continuer à les développer. Comme tu veux, Romain. Et je me demande en fait si on préfère l'adoption des institutions ou des particuliers en crypto. Est-ce qu'on doit vraiment choisir? En fait, je pense que l'adoption par des institutions, c'est plus une adoption d'infrastructures ils vont via l'intégration de l'infrastructure, eux vont ramener des investisseurs retail qui de toute manière, et entre-temps, les institutions vont s'occuper de toute cette partie d'abstraction en fait. Parce qu'ils ont été habitués à simplifier ou omettre certains détails de leurs terms et conditions, donc ils connaissent un peu la façon d'offrir des services très simples, et donc ils vont participer, je pense, à la simplification de l'expérience utilisateur. Pour un projet décentralisé, on est toujours conflicté entre être très transparent sur tout ce que signe l'utilisateur, toutes les étapes, comment vous interagissez avec les différents smart contracts, par rapport à ne pas expliquer ça, faire abstraction de tous ces éléments. Donc nous, on est trop dans cette brique technologique, et je pense qu'on a besoin d'autres types d'acteurs qui nous challengent sur une expérience utilisateur beaucoup plus simple. Et je pense que c'est le rôle que vont jouer les institutions. Donc justement, ce matin, il disait un petit peu que les institutions arriveraient beaucoup plus en masse après la validation de MiCA et l'arrivée de la régulation. Et comment ça va un peu changer le paysage de la DeFi? Comment est-ce qu'il y aura de plus en plus d'acteurs, ou est-ce qu'il y aura des acteurs, un acteur central par secteur, pour la liquidité par exemple, ou alors il y aura un gros DEX, comme je sais pas, par exemple on voit la SEC qui vient d'attaquer Uniswap. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de mettre Uniswap d'aplomb pour pouvoir dire OK, on fait la régulation? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y en aura de plus en plus d'acteurs dans la DeFi, de compagnies dans la DeFi, ou alors ça va justement se réduire? Il y a beaucoup d'acteurs qui vont partir à Dubaï et Singapour. Avec MiCA, avec ce qui se passe aux États-Unis, c'est assez clair. Et la réalité, c'est que ces entreprises sont sur Internet, donc tu ne peux pas les empêcher d'exister. Nous, si la réglementation n'est pas favorable, ça fait 2-3 ans qu'on essaie d'avoir le dialogue avec les régulateurs. S'ils ne veulent pas écouter, c'est tragique, mais on partira. Et je pense que c'est le cas d'à peu près tout le monde, c'est une réalité. Et en partant, on ne fait pas le choix justement des institutions ou du retail? Non, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de capital à Londres, à Singapour ou à Hong Kong qu'il y a dans toute l'Europe combinée. Il ne faut pas se leurrer. Donc la réalité, c'est plutôt nous, on choisit d'être en France aujourd'hui parce qu'on est fiers de notre pays, parce qu'on pense qu'il y a une réglementation, un dialogue, des conditions légales, des conditions globales qui sont beaucoup plus favorables. Le jour où elles ne le sont plus, ça sera un autre débat. Après, je pense qu'on s'est trompé un peu de narrative au tout début de la DeFi. On disait on va faire une finance sans intermédiaire. La réalité, on le voit, c'est que c'est des couches d'acteurs, parce qu'en fait, c'est des mécanismes qui sont tellement complexes qu'il y a toujours quelque chose pour optimiser. Et là où on crachait, je pense, sur les institutions au début, en tout cas moi je l'ai fait personnellement et je retire ces choses-là, je pense qu'on s'est trompé, c'est qu'en fait on est sur des secteurs qui sont tellement complexes et où tellement de variables que ces intermédiaires ont de la valeur.
Donc autant les institutionnels sont plus intéressés par nous, autant je pense que beaucoup d'entrepreneurs dans l'écosystème, en tout cas de mon côté, je comprends plus la valeur d'un institutionnel parce que, comme ça vient d'être dit, nous, on n'a peut-être pas la force de porte, la force de frappe pour aller taper tout ce retail, et on a besoin d'institutionnels qui vont venir faire ce canal de distribution pour nous. Comme l'a fait BlackRock avec les ETF. Ouais, je pense qu'effectivement, déjà, il y a beaucoup d'AUM qui va aller vers les ETF. Donc, ça, c'est vraiment de l'argent institutionnel et retail, d'ailleurs. En fait, pour l'instant, l'argent qui va dans les ETF aux États-Unis, c'est plutôt retail. Mais effectivement, des hedge funds traditionnels, des family office qui n'étaient pas exposés à la crypto vont être de plus en plus exposés à travers ces véhicules. Dans la DeFi, déjà, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. C'est-à-dire que cette idée selon laquelle un protocole ne doit pas avoir de revenus, enfin, je veux dire, en pompant et en affluent de governance token ad vitam et en finissant sans sa supply, enfin, je veux dire, c'est de la folie, quoi. Et ça veut dire que il peut y avoir des intermédiaires. Déjà, il y en aura sûrement 10 fois moins. Donc ça, il faut le rappeler. Et en plus, quand il y en aura, il y aura une transparence de quel est cet intermédiaire, quelle va être la commission prise, parce que tout est on-chain. Mais par contre, il faut qu'il y ait un business model. Et cet intermédiaire permettent... il faut aussi aller chercher la crypto là où elle est. Et en tout cas, les nouveaux utilisateurs de crypto là où ils sont. Et donc... ma mère, elle va acheter du Bitcoin, l'Ethereum à sa banque, en fait. Il y a de grandes chances. Elle ira peut-être pas forcément sur Revolut qu'elle n'utilise pas, ou elle ira peut-être pas encore moins sur Trust Wallet ou sur MetaMask, même si c'est extrêmement simple de cliquer dessus. Donc, c'est là où des boutiques traditionnelles qui utilisent des outils qui permettent d'on-ramp en fait ces nouvelles personnes sont importantes. Et encore une fois, toujours avec cette idée de créer un business model, parce que une société, même un protocole, elle doit quand même elle doit avoir un business model. Elle doit prendre une commission, avoir du revenu, sinon ça fonctionne pas. Et c'est intéressant ce que tu dis. Du coup, comment on pourrait imaginer demain, on va chez le banquier, et, je sais pas, ma mère ou la tienne, peu importe, mais arrive et voilà, je voudrais avoir du Bitcoin. Et du coup, comment ça se passe? Attends, avant, tu voulais pas rebondir non, sur un protocole, ça doit quand même avoir une ligne de revenus. Enfin, j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose sur lequel OneInch, par exemple, c'est un des... quelque chose à dire. On the spot, c'est bien. Non, mais je veux pas te... Ouais, non, en fait, c'est une vraie problématique. Aujourd'hui, par exemple, nous, en tant que, notre token, on prend pas de fees contrairement à Uniswap, et c'est une vraie problématique parce que pour assurer la pérennité du business model, il faut trouver d'autres sources de revenus qui justement sont plus compliquées à obtenir. Et donc, nous, ce qu'on voit, c'est cette tension entre comment on peut assurer notre pérennité et comment on peut en même temps suivre les différentes règles qui nous sont imposées. Et l'approche qu'on prend, c'est simplement de prendre une approche infrastructure, donc se dire on est juste, on fait juste du B2B, on offre notre infrastructure à d'autres acteurs de la DeFi, et sur ça, c'est sur ça qu'on prend soit un partage de revenus, soit des fees. Mais ça reste ça reste une des grosses problématiques parce que tous ces protocoles ont besoin de survivre. Et on a parlé de Uniswap, qui, je pense, c'est aussi il y a une volonté politique derrière ce move de la SEC. Mais je pense que c'est assez compliqué pour eux de ne pas mettre en place ce genre de fees. Donc j'espère qu'ils arriveront à expliquer la situation à la SEC. Je pense que ce serait bénéfique pour toute la DeFi. Je voulais pas te mettre sous les projecteurs, mais c'est très important en fait. Et je trouve que OneInch a fait un travail fantastique. Il y a très peu de protocoles DeFi, très peu, voire quasiment aucun en fait, qui ont une vision distribution. Un produit, ça se distribue à travers des plateformes. C'est du B2B à la finale pour pouvoir effectivement toucher ces nouveaux centaines de millions d'utilisateurs demain. Et on en revient à la banque et le Bitcoin, pardon, désolé. Non, pas de souci, tu as bien fait. Du coup, je rebondis sur ça. Donc, comment ça se passerait pour monsieur et madame tout le monde en allant à la banque voilà, j'aimerais avoir du Bitcoin.
Pour ceux qui sont à Paris en ce moment, il y a quand même, si vous avez vu les campagnes marketing de Revolut, l'idée c'est qu'on n'ira plus voir le banquier. Et la réalité, c'est que la plupart des agences bancaires, elles sont en train de tous fermer peu à peu. C'est de plus en plus dur d'avoir un conseiller en personne. La réalité sera probablement qu'elle va sortir son téléphone, elle sortira son application bancaire ou son autre application de compte et elle cliquera sur acheter. Tu penses que ce sera si drastique que ça? Aucun conseiller? Ça sera aucun conseiller en présentiel. En tout cas, la plupart des banques en France, les nouvelles, les Fortunéo, etc., il n'y a plus de conseillers. C'est fini. Hein. Aujourd'hui, l'ère bancaire, d'avoir des agences, etc., ça n'existe plus. Peut-être qu'on va les revoir dans une autre forme, mais aujourd'hui, le secteur bancaire, il est en mue total. Ils ne prennent plus du tout des frais de la même manière qu'ils le faisaient auparavant. Les revenus d'une banque, entre aujourd'hui et il y a 30 ans, c'est plus du tout la même constitution. Moi, je trouve qu'il y a toujours la valeur au conseil pour ma mère. Elle a besoin de son CGP ou elle a besoin de son Tu vois, on n'est pas tous formés sur l'investissement. Enfin, Non. je veux dire, on n'a pas tous le truc. Juste pour reprendre, je suis d'accord. Effectivement, il n'y a pas. Il y a le besoin de ce tiers de confiance encore pour certaines personnes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour la banque de détail, il suffit de rentrer dans n'importe quelle agence bancaire. Ils ont fortement réduit les personnes à voir le conseiller, ou soit ça se fait de manière très digitale, ou alors sinon vous avez en face de vous des services qui sont plus des services de gestion de fortune, et là c'est un autre type de service. Je suis d'accord de dire qu'il y a plein de gens qui n'ont pas l'éducation financière nécessaire, c'est une réalité. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a un changement de bâton générationnel. Aujourd'hui, les gens qui sont au pouvoir, on est à la fin de la génération des gens qui ne sont plus natifs d'Internet. C'est-à-dire les gens qui ont 45-50 ans, c'est des gens qui ont grandi, ils avaient moins de 25 ans quand Internet commence à arriver. Ils ont touché à leur premier ordinateur, ils ont codé un peu, il y a plein de gens de cette génération. Donc la raison pour laquelle aujourd'hui le discours est difficile avec certains politiques et certains régulateurs, c'est que c'est des gens qui ne comprennent même pas Internet. Donc on n'est même pas au problème crypto, on est au problème Internet. Ce qui est assez embêtant. Les gens qui ont commencé à toucher à la crypto, c'est des gens qui ont entre 20, 30, même 40 ans aujourd'hui. Donc c'est des gens qui seront des cadres dirigeants à partir de maintenant. Et donc la raison pour laquelle on commence à avoir de l'adoption du discours des institutionnels, c'est parce que c'est des mecs qui, il y a 10 ans, ont acheté du bitcoin, ou il y a 5 ans, 4 ans, étaient en train de farmer du sushi, etc. etc. Non, mais c'est une réalité. C'est qu'en fait, une espèce de montée en... Donc c'est triste, mais aujourd'hui, il faut attendre que les régulateurs, les gens au pouvoir meurent, littéralement, de vieillesse, ou partent à la retraite. C'est provocateur, mais c'est la réalité, que les personnes qui gèrent les secteurs bancaires, les institutionnels, passent le pouvoir à des gens qui comprennent plus ce secteur et qui ont envie de travailler avec pour passer. Aujourd'hui, il y a un changement générationnel qui est en train d'arriver, qui va arriver sur les 5-10 prochaines années, qui va beaucoup pousser l'adoption. En tout cas, moi, j'en suis convaincu. Ouais, je suis assez d'accord. Enfin, sans être aussi dramatique. Pareil, c'est un petit peu, dur pour les anciennes générations, mais c'est vrai. On leur souhaite le mieux dans leur retraite. Hein. Mais aussi pour rebondir, je pense qu'il y a, c'est comme pour pouvoir accès à certaines actions, il y a à la fois la plateforme de trading en ligne qui est facile, sur lequel les gens peuvent l'avoir en direct, et puis il reste une partie des personnes qui ont besoin d'avoir des produits qui sont déjà structurés, encapsulés dans des choses hyper simples, où c'est juste, votre banquier vous dit ouvrez le compte, ça s'appellera pas PEA, peut-être plan d'épargne crypto, le PEC, voilà, c'est inventé. Et ça permettra aux gens d'avoir des produits qui sont structurés. Ah, c'est lancé, c'est bon. Ah, c'est fait. Non, mais on va écoute, à la fin de la conf. Là, à la fin de la conf, c'est fait. PEC. Okay, ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et maintenant, on va donner un petit peu la parole au public. Est-ce que certains d'entre vous ont des... Wow, ok, il y a des questions. Alors, on y va. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un peut venir m'aider avec les micros? Ok, super. Merci. Bonjour. Alors, merci déjà pour votre intervention, elle était extrêmement intéressante. J'avais une question, surtout quand vous avez dit, dites-moi si je me trompe, que l'erreur qu'on a fait, c'était de croire qu'on pouvait faire une finance sans intermédiaire. Bon, déjà, en partant du principe que en construisant une DeFi modulaire, avec plusieurs protocoles qui se pluguent les uns au-dessus des autres, avec une vision de spécialisation, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une DeFi avec des intermédiaires? Finalement, est-ce que si ce n'est que du code, on ne peut pas dire que... Et des entreprises derrière qui font du business, certes, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est déjà une avancée vers une désintermédiarisation de la finance? Oui.
Une avancée sûrement, mais si OneInch prend 0,15%, Paladin prend 0,1%, Kin prend 0,2%, tu as des intermédiaires et on a tous pris un frais. Et à un moment, comme Laszlo l'a dit, aucun de ces projets c'est du bénévolat, tu dois trouver un business model, donc tu prends des frais quelque part et tu passes à travers quelque chose. C'est pas tu swaps sur Uniswap et voilà, il n'y a aucun intermédiaire. Non, certes, mais au final, tu as ta propre custodie à la fin de la journée. Et je pense que ça n'a rien à voir avec la boîte noire actuelle des banques, tout simplement. Et du coup, je comprends pas trop quand vous dites que en soi, on va être obligé de composer avec ces institutionnels parce que on s'est trompé sur la finance sans intermédiaire. Si jamais on arrive à faire une finance dans laquelle où on a tous ces acteurs qui font chacun leur business, mais que derrière, le client a sa propre custodie, le monde change et ces institutionnels, c'est à eux de s'adapter au final. Ouais, moi, je pense que c'est ça ce qui va se passer. Je pense que, en fait, déjà de prendre une commission, si elle est transparente et qu'elle n'est pas légitime, tu vas pas la payer. Tu vas aller vers un autre service qui te propose une commission soit plus basse, soit pas de commission, parce que tu dis bah, je ne veux pas payer 0 ou 15 bips, 0,15 sur ce service. Et après, je pense que le jour où le régulateur aura compris, sans lui souhaiter la mort, pour qu'il comprenne, il aura compris qu'en fait le non-custodial wallet, même pour une institution bancaire qui le propose, le wallet, il n'est pas obligé d'être, c'est pas obligé d'être la jungle, tu es obligé de pouvoir tout faire avec un wallet, mais au moins cette propriété du bankruptcy remote, c'est-à-dire que tu n'es plus dépendant de la banque, par exemple commerciale, qui te propose ce service. Si la banque commerciale se casse la gueule, tu as toujours l'argent parce que en fait, tu as accès à ton wallet et tu es quand même ton propre custodian. Et bah ça, je pense qu'on va sur un monde effectivement de plus en plus non-custodial, quel que soit l'acteur qui le propose. Est-ce que c'est un wallet, une infrastructure du wallet, je sais pas, MetaMask, Trust Wallet, etc. Ou est-ce que même c'est une banque qui t'offre des services à travers un non-custodial wallet qui a certes certaines règles, que c'est peut-être pas là autant la jungle que sur MetaMask ou Trust Wallet, mais par contre ça permet une certaine sécurité. Donc des intermédiaires, oui. Tout on-chain, oui. Des bonnes commissions qui sont saines. Parce que comme tu vois tout maintenant, bah, tu peux stresser et aussi l'innovation va plus rapidement et tu iras toujours vers l'acteur qui te proposera le meilleur service pour le meilleur prix. Là, je pense que c'est vraiment le point central sur lequel le régulateur a du mal, le concept de self-custody. Et en tout cas, pour l'instant, pour le régulateur, faire ce genre de transaction qui passe par plusieurs plateformes, c'est un service intermédiaire. C'est-à-dire que leur hypothèse de base, c'est de dire, même si c'est on-chain, à partir du moment où ça passe par plusieurs providers de services, ils vont commencer à se dire quelle est la responsabilité respective de chacun de ces services à travers cette transaction, au lieu de se dire, non, parce que comme l'utilisateur est propriétaire de sa clé privée, voilà. Et ça, c'est vraiment la problématique aujourd'hui qui fait qu'on parle encore, du point de vue du régulateur, ça reste un service intermédiaire. Merci beaucoup. Allez. Bonjour, merci pour la présentation, c'était vraiment très intéressant. Moi, j'avais une question sur ce que tu disais, Laszlo, en début de présentation, par rapport à l'ethos et par rapport au fait que vous aviez des clients qui sont là depuis longtemps et donc forcément qui sont baignés dans cet écosystème. Et justement, est-ce que l'adoption par les institutionnels, ça freinerait pas justement les personnes qui sont là depuis longtemps dans l'écosystème, l'adoption des institutions, que ce soit bancaires le Bitcoin a été créé juste après la crise des subprimes. Donc forcément, le fait que des institutions aussi traditionnelles qu'une banque, par exemple, entrent dans cet écosystème. Je sais pas. Je sais pas trop. Les institutions, ça veut tout rien dire, mais donc du coup, si tu prends l'exemple de la banque, est-ce que le fait que la banque rejoigne l'écosystème, ça peut aller à l'encontre de l'éthos de la crypto? En tout cas, en Europe, je pense que la réponse est oui. Je pense que la régulation européenne, peut-être effectivement l'AMF est, je trouve, très à l'écoute, mais la régulation européenne essaye toujours de protéger les banques. On le voit effectivement sur l'approche de non-custody, sur l'approche du stablecoin et les banques commerciales.
Et je pense que ce sera à nous de nous battre pour que le citoyen ait une relation directe avec sa banque centrale. Et parce qu'aujourd'hui, le Payment Rails crypto le permet. Par contre, cette relation directe avec la banque centrale, c'est pas forcément quelque chose qu'un maxi Bitcoin, sur lequel un maxi Bitcoin était complètement d'accord il y a 10 ans. Donc ça, je veux dire, le maxi Bitcoin il y a 10 ans, la full anarchie, pas de régulation, moi je suis pas complètement... Enfin, il y a un spectre et je suis pas complètement là-dedans non plus. Donc ouais, il va falloir se battre. Mais là, si on fait ça, on s'enferme un peu dans la CBDC. Non, en fait, je pense que le stablecoin en tant que produit, c'est très bien. Ce serait bien qu'il y ait un peu plus d'euros stablecoin maintenant, mais bon, c'est compliqué aussi parce que l'effet de réseau dans la crypto en plus est décuplé. USDC, ouais. Mais ce serait bien d'avoir une relation entre le stablecoin privé et le CBDC central bank et couper un maximum les acteurs bancaires commerciaux quand il s'agit de stablecoin. Ça va être un défi de masse, comme parce que, particulièrement en France, on a un secteur bancaire qui est extrêmement puissant. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on en revient en fait que... Ouais, on en revient en fait qu'en Europe notamment, pour l'instant, il y a vraiment un frein sur ces régulations, notamment de la part des banques, qui n'ont pas intérêt à voir ces technologies proliférer. Je relance une pièce, mais du coup, comment on fait la différence entre un stablecoin euro ou la CBDC en tant qu'utilisateur? Comment tu choisis? Ben en fait, je pense que toi, tu es exposé à ton stablecoin euro ou dollar sur un wallet. Et par contre, ton stablecoin euro ou dollar, il est backed par du CBDC Central Bank. D'accord? CBDC Central Bank, ça leur permet juste en fait d'avoir du cash digital, mais peut-être de gérer de manière un peu plus blockchain et plus transparente et plus auditable. Mais par contre, toi, tu touches pas en direct ton CBDC Central Bank, tu n'as aucune raison de le faire. Parce que le but de la Central Bank, c'est pas d'aller s'intégrer sur Revolut. On a une question? Ouais. Super, merci. Merci beaucoup de cette intervention. En fait, j'ai envie de poser une question, mais avant, j'ai envie de faire une réflexion. J'ai envie de faire une réflexion très importante. Et je suis ravi que parmi le panel, il y ait des personnes qui sont déjà été dans la banque. Moi, je suis convaincu par l'intérêt des cryptos. Je suis dans l'écosystème depuis plusieurs années. Et donc, j'aimerais bien que les cryptos ont un avenir. Mais la seule chose que j'assiste dans les conférences, et j'aimerais bien qu'on fasse très attention, on ne peut pas vivre sans les banques pour l'instant. Le commerce international ne marchera pas uniquement avec les cryptos. Je vous donne un exemple. Pendant l'époque du Covid, si on avait uniquement les cryptos, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, ils ont mis la clé sous la porte. Donc, c'est hyper important de le savoir. Aussi, dans la finance structurée, il y a des entreprises qui évoluent dans des pays différents qui ont un marché monétaire. Et donc, ils peuvent plus ou moins avoir des solutions autres que la banque centrale. Mais lorsqu'on est en Asie ou en Afrique, on n'a pas de marché monétaire. Donc, remplacer tout par la crypto, c'est un sujet de réflexion macroéconomique très important. Moi, ce que j'apprécie chez vous, c'est la clairvoyance, c'est l'intérêt de dire il faut donner la chance, mais dire que la banque, l'institutionnel, le régulateur, je ne dis pas que vous l'avez dit comme ça, mais peut-être que quelqu'un qui n'a pas eu une information financière, macroéconomique, il pense que le meilleur des choses, le meilleur des mondes, c'est un monde sans banque. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Les banques, ils ont un pouvoir. Le jour où monsieur, je tiens juste à rappeler ça, et je donne ma question tout de suite après. Lorsque monsieur Barack Obama et monsieur Sarkozy, ils ont dit c'est fini, qu'on appelle ça le trading avec le compte des dépôts en 2008, et que finalement c'est fini, c'est vraiment, ils ont sifflé la fin de la récré. Les banques et le monde financier, ils ont dit allez vous faire voir. Et finalement, on a compris que c'est eux qui détiennent le pouvoir. Donc il ne faut pas l'oublier, ils ont un pouvoir sur le monde politique. Ils sont en train de tester le commerce international, ils sont en train de tester les outils, mais je pense qu'il faut donner, selon moi, une vision par laquelle il faut être intelligent avec les banques, il faut évoluer avec elles pendant un certain temps. Il ne faut pas vraiment dire on va écraser les banques comme les bitcoiners maximalistes. Et après, on pourrait, lorsque on arrive à influer avec les institutionnels, on va trouver des solutions crypto. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette réflexion que je viens de vous faire?
Ouais, je pense qu'on n'est pas contre les banques. Et d'ailleurs, toi, t'as bossé, je crois que tu es le seul à avoir bossé dans la banque, donc c'est pour le commentaire du début. Il faut juste qu'elle se comporte différemment, notamment en Europe. En fait, quand on voit que, par exemple, on parle de tokenisation depuis 6 ans, ça fait des proof of concept, il n'y a rien qui sort, etc. Et que en fait aux États-Unis, là BlackRock vient de dire en fait le futur de l'asset management il est tokenisé et donc nous on va tokeniser notre fonds, et de voir que les banques françaises sont toujours là à faire joujou, c'est triste. Parce que ensuite, ce qui est une réalité, c'est que des acteurs PSAN se font refuser des comptes bancaires, des acteurs régulés par l'AMF se font quand même refuser certains comptes bancaires. Enfin, ça c'est quand même inadmissible. C'est inadmissible. Et puis la réalité, c'est qu'encore une fois, je pense qu'il y a un lobby des banques pour pousser certaines régulations européennes qui, à mon sens, va à l'encontre de l'éthos de la crypto, alors que, je suis d'accord avec vous, la banque commerciale, elle pourrait très bien offrir du Bitcoin à ma mère demain. Ma mère, elle serait ravie, elle n'irait pas acheter du Bitcoin si c'est pas dans sa banque. Donc je suis complètement d'accord avec ça. Elle pourrait être custodiane, elle pourrait expliquer, offrir des ETF et potentiellement proposer des wallets. Et ça, pour le coup, pour donc sauver les banques, en Asie, par exemple, à Singapour, DBS, la banque singapourienne, elle est en train de distribuer de la tokenisation de money market fund via des wallets non custodiales, parce que c'est un moyen de proposer ce type de produit à plus de monde en Asie, qui ne sont pas forcément bancarisés. Fantastique. Donc évidemment, toutes les banques ne sont pas jetées à la poubelle. Je dis juste que les banques européennes, je suis à certains moments un peu triste de voir leur comportement. Merci beaucoup. Moi, j'ajouterais que, je ne sais pas si on va vers l'élimination totale de toutes les banques. Je pense que ce n'est pas forcément l'objectif. Je pense que c'est plus offrir des solutions technologiques et une proposition alternative pour gérer les problèmes qui conduisent à des défauts malheureux de certaines banques, le manque de transparence sur certains des produits. Donc, je pense qu'on offre plus aux banques, en tout cas, c'est mon hypothèse, une alternative d'innovation auquel elles ne voulaient pas se positionner ou ne veulent pas se positionner à cause d'une réglementation incertaine aujourd'hui. Moi, je pense que dans le futur, les banques se positionneront de plus en plus sur certains projets, quitte à investir dans les projets ou même racheter certains projets. L'une des raisons pour lesquelles le marché des ETF en Europe va être 15 fois plus petit, notamment les ETF crypto va être 15 fois plus petit qu'aux États-Unis, c'est parce qu'aux États-Unis, les banques vont distribuer les ETF Bitcoin et Ethereum demain. En Europe, ça fait 10 ans que ça existe. Aucune banque ne distribue les ETF crypto. Inadmissible. Est-ce qu'on peut peut-être prendre une dernière question? Oula. Je voulais juste faire une réflexion, mais je vais passer la parole à quelqu'un d'autre si on a très peu de temps. La dernière. Merci. Culture. Il y a des gens partout. Ouais. Est-ce que vous pouvez donner le micro pour une dernière question? Parfait, merci. Bonjour, merci beaucoup pour la conférence, c'était super intéressant. Comme on a pu le voir, il y a vraiment une dualité entre l'éthos de la DeFi qui est de proposer des services financiers à tous, sans autorisation, sans reconnaissance d'identité ou quoi que ce soit, et la régulation nécessaire pour l'arrivée des institutions. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y aurait potentiellement un monde où il y aurait une DeFi des institutions, où ils reprendraient uniquement l'infrastructure, et de l'autre côté, peut-être une DeFi des particuliers qui serait plus libre et moins réglementée? Et si ce n'est pas le cas, quelle serait, s'il en existe une bonne régulation qui serait conforme au plus possible à l'éthos de la crypto tout en permettant l'arrivée de ces institutionnels? Ouais, c'est un peu la stratégie de OneInch qui était de justement arriver vers une version de la DeFi qui est régulée. Donc je pense qu'il y a vraiment... Enfin, notre hypothèse chez OneInch, c'est qu'il va y avoir justement cette division de la DeFi où il va y avoir des acteurs qui vont plus se positionner sur de la DeFi régulée avec une certaine lecture et compréhension de la réglementation et qui vont travailler avec les acteurs pour former cette technologie.
Mais on pense qu'il va quand même rester l'autre version qui est celle d'aujourd'hui, mais qui aura le désavantage d'être plus petit. On revient sur cette partie de la DeFi qui va être moins pas régulée et beaucoup plus petite, mais qui va servir peut-être les utilisateurs du début. Sur la question de la réglementation qui serait la plus pertinente pour la DeFi, si on avait la réponse, on serait déjà en train de la construire. Je pense que la difficulté, c'est l'aspect self-custody, et le deuxième, c'est les outils qui permettent de mettre en place cette régulation. Donc la régulation va nécessiter plein de wallet monitoring, plein de services qui aujourd'hui sont encore en construction. Il y a plein de sociétés type TRM Labs, Synapse, etc., qui fournissent de plus en plus de services pour mettre en place cette compliance. Et je pense qu'il faut encore que tout cet écosystème se développe main en main avec la réglementation pour pouvoir sortir la bonne solution. Je pense qu'on est encore dans cette zone de réflexion avant de pouvoir malheureusement répondre à ta question. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que cette table ronde vous aura apporté plein de réponses pour la DeFi. Et merci à nos invités.